Mes parents ont dit, ce n'est tout simplement pas le bon moment pour que mes enfants et moi venions à Noël. Mais la collègue de ma sœur et son chien étaient là. J'ai juste envoyé une photo des cadeaux. 10 minutes plus tard, ma mère a appelé 24 fois de suite. J'ai ignoré tout le monde. Puis mon père est arrivé et a frappé à ma porte. Sans réfléchir à 2 fois, Mes parents n'avaient pas besoin de moi ni de mes enfants pour ce Noël. Pas avant d'avoir vu la photo. Jusque-là, nous étions poliment exclus. Ce n'est tout simplement pas le bon moment. Ma mère l'avait dit comme si elle lisait un script. Avec tout ce qui se passe, ce sera plus simple si ce n'est que nous et ta sœur cette année. Nous et ta sœur. Pas la famille. Pas tout le monde. Juste eux, ma sœur, et apparemment sa collègue et le chien de la collègue. Cette partie pique encore. Ils ont dit que la maison était trop pleine, trop chaotique pour mes enfants et moi. Mais il y avait de la place pour une femme que personne d'entre nous n'avait jamais rencontrée et son chien. Je ne me suis pas battu. J'étais habitué à ce schéma depuis des années. Ma sœur ne pouvait rien faire de mal, mariée à un homme riche, travaillant à temps partiel dans un emploi qui ne l'intéressait pas, n'envoyant jamais d'argent quand mes parents en avaient besoin. Pendant ce temps, j'ai couvert la moitié de leurs factures le mois dernier, envoyé des courses, et même réparé leur Wi-Fi. Mais cette année, j'avais mis le paquet. Je faisais des petits boulots supplémentaires depuis février dernier, mettant discrètement de l'argent de côté, sautant des choses dont j'avais besoin, économisant chaque centime que je pouvais parce que leur voiture, celle qui tenait avec du ruban adhésif et de l'espoir, était finalement irréparable. J'ai vu mon père rentrer à pied du garage un jour au printemps dernier. Il ne savait pas que je l'observais depuis ma voiture. J'ai pris ma décision à ce moment-là. J'allais leur acheter une nouvelle voiture. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste une Honda fiable, propre et belle. Payée intégralement, carte grise à leur nom. Elle était garée dans mon allée le matin de Noël. Nœud rouge et tout le reste. Les enfants et moi allions leur faire la surprise ce soir-là. Heureuse que nous soyons restés à la maison. Les enfants étaient confus, n'arrêtaient pas de demander quand nous allions chez grand-maman. J'ai juste dit que les plans avaient changé. Nous avons fait des crêpes en forme de bonhomme de neige, regardé des films. Je tenais le coup jusqu'à ce que je voie les photos en ligne. Ma sœur les avait postées, son mari stupide avec un bonnet de Père Noël, ma mère souriant comme si c'était la plus heureuse qu'elle ait été depuis des années. La collègue avait apporté du vin. Le chien avait sa propre chaussette de Noël. Il y avait 11 personnes dans cette pièce. Mais pas moi, pas mes enfants. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je suis juste sorti, me suis tenu à côté de la voiture et j'ai pris une photo. Je l'ai envoyée à ma mère. Pas de mots, juste l'image. 10 minutes plus tard, elle a appelé 24 fois. Je n'ai pas répondu. Une demi-heure plus tard, quelqu'un a frappé. Qui est mon père? Et sans réfléchir à 2 fois, j'ai ouvert la porte. Il avait l'air d'avoir détalé dès qu'il avait vu la photo. Pas de veste, juste un sweat à capuche sur une chemise de flanelle, sa respiration visible dans le froid. Il n'a même pas dit bonjour, il a juste jeté un coup d'œil derrière moi vers l'allée. C'est vrai, a-t-il demandé. C'était le cas. Je lui ai dit que c'était le cas. En insistant sur le « c'était ». Je pense que c'est là qu'il a compris que, au moment où lui et ma mère ont décidé que mes enfants et moi ne valions pas la peine d'être casés dans les plans de vacances, ils ont également décidé de manquer ce que je projetais depuis presque 1 an. Il n'a rien dit, il est juste entré comme s'il vivait encore là, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Je paie encore une partie de leur facture. Les enfants l'ont entendu et ont couru vers lui comme si tout était normal. Ils ne comprenaient toujours pas que nous n'allions pas chez grand-maman et grand-papa, que nous n'étions pas invités. Il les a serrés sincèrement dans ses bras, comme s'il avait honte de me regarder, mais qu'il avait besoin de les voir. Puis il a fouillé dans la poche de son sweat à capuche et a sorti 2 petites choses, un dinosaure en plastique encore dans son emballage et un porte-clés avec une petite lampe de poche, l'un de ceux qu'il garde près de la caisse dans les stations-service. Les enfants s'en fichaient. Ils se sont illuminés comme s'ils venaient de déballer de l'or, l'ont serré dans leurs bras. Mon père a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Nous nous sommes assis dans la cuisine. J'ai fait du café pour nous deux, pas parce qu'il l'avait demandé, mais parce que je voulais toujours que cela reste civil. Puis je lui ai tout raconté, depuis le jour où je l'ai vu rentrer à pied du garage et où j'ai décidé que j'allais réparer ça,
comment j'avais accepté des travaux supplémentaires en freelance, vendu quelques vieux bijoux, annulé tout ce qui n'était pas essentiel. Je lui ai dit comment j'avais gratté, planifié et économisé pour qu'une fois il n'ait pas à s'inquiéter, pour que leur voiture ne les laisse pas en panne ou pire. Et puis je lui ai dit ce que ça faisait de se faire dire que mes enfants et moi n'étions pas les bienvenus, que ce n'était tout simplement pas le bon moment pour ouvrir Instagram et voir ma sœur, son mari paresseux, une collègue que personne ne connaît, et un chien, tous souriant devant la cheminée où les chaussettes de Noël de mes enfants auraient dû être. Il ne m'a pas interrompu, pas une seule fois. Il n'a même pas défendu ma mère. Pas vraiment. Il a dit quelque chose comme ta mère essayait juste de rendre les choses plus faciles cette année, mais il l'a dit comme s'il n'y croyait pas non plus. Je lui ai dit carrément, la voiture, c'est hors de question. Je la rends, même si ça me coûte. Le concessionnaire a déjà dit que je devrais payer des frais de restockage de 7%, ce qui représente quelques milliers d'euros que je ne récupérerai pas, mais au moins je n'aurai pas l'impression d'être une poire. Il a fixé son café, puis m'a regardé à nouveau, et n'a rien dit, a juste hoché la tête lentement. Puis il s'est levé, a serré les enfants à nouveau dans ses bras et est parti sans se retourner. Je pensais que c'était tout. Mais environ 2 heures plus tard, mon téléphone a commencé à sonner, un SMS de tante Lisa, puis un de mon cousin en Floride, puis 2 du voisin d'un accent grave côté de ma mère, de toutes les personnes. Apparemment, ma mère avait déjà commencé à dire aux gens que j'avais acheté une voiture juste pour la leur brandir sous le nez et la leur enlever, que j'étais rancunière, que je les punissais, que je gâchais Noël pour tout le monde. À la tombée de la nuit, j'avais 15 appels manqués et plus de SMS que je ne pouvais en compter. Mon préféré était celui qui disait simplement « J'ai entendu ce que tu as fait ». Eh bien, la seule personne qui n'avait pas dit un mot était ma sœur, ce qui était presque impressionnant étant donné qu'elle ne peut généralement pas se taire sur quoi que ce soit. Soit elle évitait le sujet, soit elle économisait pour quelque chose de pire. Le nouvel an approchait, et le silence de sa part ressemblait à un coup de semonce. Le réveillon du nouvel an est arrivé avec de la neige, du silence et une tension épaisse qui ne bougeait pas, même avec les feux d'artifice. Les enfants sont restés éveillés, riant sur le canapé avec des tasses de chocolat chaud, des couronnes en papier sur la tête. Nous avons regardé le compte à rebours à la télévision, et quand minuit a sonné, je les ai serrés dans mes bras et leur ai dit que je les aimais. Je le pensais, comme toujours. À minuit 7, mon père m'a envoyé un SMS, « Bonne année. Je peux passer demain ?» Juste moi. J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes avant de répondre, bien sûr, le matin c'est le mieux. Il est arrivé le lendemain avec une boîte de vieilles photos de famille. Rien de répété, pas de drame. Il a dit qu'il voulait parler, mais qu'il voulait aussi me rappeler que tout dans notre famille n'avait pas à être ce que c'était devenu ces derniers temps, qu'il y a longtemps, c'était mieux, plus simple. Il a dit qu'il n'avait pas beaucoup dormi depuis Noël, que les visages des enfants le hantaient un peu, qu'il n'arrêtait pas d'entendre la façon dont mon fils lui avait demandé s'ils avaient fait quelque chose de mal. Je lui ai dit que non, qu'il n'avait rien fait de mal. Je m'étais laissé croire trop longtemps que faire plus d'efforts allait tout arranger, que si je me tuais à la tâche et que je faisais mes preuves assez de fois, peut-être que je serais enfin assez bien pour mes propres parents. Mais ils avaient fait leur choix, et ce n'était pas moi. Ça ne l'a jamais été. Il a dit qu'il était désolé, et il le pensait. Cette partie comptait. Nous avons parlé pendant 1 heure. Il n'a pas mendié pour la voiture, il n'en a même pas parlé. Il a juste demandé si nous pouvions trouver un moyen d'être meilleurs. Pour le bien des enfants, j'ai dit que nous pouvions essayer, mais je ne ferai plus d'efforts unilatéraux. S'il voulait une relation avec moi et les enfants, il devrait se montrer. Se montrer vraiment et arrêter de laisser ma mère tout diriger comme si elle était une reine assise sur un trône fait de voyages de culpabilité et de 2 poids 2 mesures. Il a hoché la tête à nouveau, a dit qu'il comprenait, a dit qu'il allait lui parler. C'était la partie où l'on savait que tout allait exploser. Et j'avais raison. Le lendemain matin, j'avais 8 nouveaux SMS de ma mère, pas d'excuses, pas de tentative de faire la paix, juste du venin pur et sans filtre. Tu as toujours tout ramené à toi. Tu es amère, égoïste et obsédé par le fait de te faire passer pour une victime. Tu as fait pleurer ton père. J'espère que tu es fier. C'était le début. Ils n'ont pas arrêté de venir toute la semaine. Elle m'a traité d'égocentrique, d'ingrate, m'a accusé de manipuler mon père. Elle a même dit que les enfants n'avaient pas besoin d'être entraînés dans des conflits d'adultes et que je les utilisais comme des pions. Tout ça parce que je lui avais fait ressentir un peu d'inconfort, un peu de conséquences. Les messages ont empiré de jour en jour.
Pendant ce temps, mon père est resté silencieux. Je savais qu'il était coincé, fidèle à quelqu'un qui n'avait été fidèle à personne d'autre qu'elle-même depuis des décennies. Mais je savais aussi que le silence était sa façon de choisir son camp. Il s'était excusé. Elle ne l'avait pas fait. Elle ne le ferait jamais. Et pour la première fois depuis des années, je n'allais pas laisser passer ça. Au moment où la 2e semaine de janvier est arrivée, j'étais tellement habitué aux SMS venimeux de ma mère que je n'ai même pas sourcillé quand j'ai vu son nom apparaître. Je ne lisais plus la plupart d'entre eux, mais un est arrivé à 2h11 du matin. Juste l'aperçu a suffi à me faire une pause. Tu veux nous punir? Très bien. Mais ne t'attends pas à faire partie de cette famille quand nous serons partis. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, j'en avais fini. Pour de bon, je pensais. Ce jeudi après-midi, pendant que je rangeais après le déjeuner, j'ai remarqué une voiture à l'extérieur, garée de l'autre côté de la rue, qui restait là. C'était elle. Elle n'est pas sortie. Elle n'a pas appelé. Elle est juste restée assise là à regarder la maison. Puis, après 5 minutes, elle a ouvert la porte, a déposé quelque chose dans la boîte aux lettres et est repartie. J'ai attendu que les enfants soient occupés à l'étage avant de vérifier. À l'intérieur se trouvait une simple enveloppe blanche avec mon nom dessus. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom dans son écriture cursive soignée qui a toujours ressemblé à quelque chose qui appartenait à une carte Hallmark. Je l'ai ouverte. Il y avait 4 polaroïdes à l'intérieur, une de moi enfant, évanouie sur le sol du salon, serrant mon vieil ours dans mes bras, une de moi et ma sœur au bal de promo, les bras maladroitement enlacés, une de mes enfants dans le jardin de sa maison, riant, couvert de taches de glace, et la dernière, celle que je lui avais envoyée, la voiture, le nœud, mon allée. Au dos, elle avait écrit au stylo, tant de haine pourquoi. Pas de signature, pas d'explication, juste cette phrase. Je suis resté là à la tenir pendant bien trop longtemps. Puis j'ai fourré le tout dans un tiroir avec des coupons périmés et je l'ai laissé là comme le reste des déchets qui ne valaient pas la peine d'être jetés, mais qui ne valaient certainement pas la peine d'être conservés. 2 nuits plus tard, la sonnette a retenti à 21h30. Je n'attendais personne. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu mon père debout là, qui avait l'air d'avoir pris 5 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air fini. Il m'a tendu un petit sac en papier et a dit doucement, c'est pour les enfants. À l'intérieur, il y avait 2 petites boîtes emballées et une enveloppe. Les cadeaux étaient simples mais mignons, des livres de coloriage, des puzzles, l'un de ces ensembles de marqueurs magiques que ma fille adore. Pas accent grave l'œil, juste attentionné. L'enveloppe contenait un chèque de 5 cents. La ligne de mention indiquait, pour ceux qui comptent. Il a dit qu'il ne pouvait pas la changer, mais qu'il n'allait pas non plus continuer à la défendre. Et puis, avant de partir, il a dit quelque chose d'étrange. Elle a trouvé la carte grise, celle que tu as laissée dans le tiroir du bureau le mois dernier. J'ai figé. C'était vrai. J'avais déposé des papiers pour leurs affaires médicales et j'avais dû laisser la carte grise de la Honda là par accident. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'elle avait disparu. Elle est au courant pour la voiture, a-t-il dit. Elle pense que tu vas encore nous la donner. Cela expliquait beaucoup de choses, le regard fixe depuis la voiture, le Polaroid, l'obsession soudaine de me faire passer pour la méchante, mais cela expliquait aussi le silence de ma sœur. Il le saura. Même pas 24 heures plus tard, j'ai reçu le SMS. Alors, vas-tu aider nos parents ou non, ou vas-tu simplement continuer à tout aggraver comme toujours? Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'étais déjà en train de planifier ma réponse. Elle n'avait aucune idée que la voiture allait être renvoyée et que j'allais m'assurer qu'elle voie ça se produire. Le lundi matin a commencé avec une autre notification, discussion de groupe, point de situation familiale. Rien que ça m'a retourné l'estomac. Ma sœur l'avait lancé. Elle a ajouté notre tante, un cousin que nous n'avions pas vu depuis 5 ans, et même quelqu'un étiqueté l'ami de maman Brenda, comme s'il s'agissait d'un lancement de campagne. Les messages étaient une combinaison de culpabilité, de manipulation et de mensonges purs et simples. Ma sœur avait envoyé des captures d'écran soigneusement modifiées de nos messages, recadrés pour donner l'impression que j'avais explosé de nulle part, des commentaires sur le fait que je brandissais un cadeau comme une arme, empoisonnant la dynamique familiale, et mon préféré, laissant l'amertume détruire Noël. Mon cousin a dit, tu aurais pu gérer ça différemment. Brenda a renchéri en disant, votre pauvre mère. Elle se remet encore émotionnellement.
Et tante Laura a envoyé, si votre père fait une crise cardiaque à cause de ça, j'espère que vous pourrez vivre avec. Je n'ai pas répondu. J'ai juste quitté le groupe. Au milieu de l'après-midi, ma marraine m'a envoyé un SMS en privé. Marie, je sais qu'il y a plus à l'histoire. J'espère juste que tu vas bien. Je lui ai dit que j'allais bien, et c'était le cas, la plupart du temps. Puis, vers 17 h, mon téléphone a sonné. Ma sœur. J'ai répondu. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle s'est lancée directement dans le vif du sujet. Maman ne dormait pas, papa avait l'air brisé. J'avais provoqué une crise émotionnelle dans la famille. Et puis enfin, la vraie raison de l'appel. Elle a dit qu'ils allaient commencer à aider davantage avec les factures, mais ce serait bien si je pouvais continuer à couvrir les services publics et les impôts jusqu'à ce que la situation se stabilise. Je n'ai même pas sourcillé. J'ai juste dit « non ». Elle a fait une pause, puis a ri. Elle a réellement ri. Oh, allez. Tu es encore en colère? Tu crois vraiment que ça te donne l'air forte? Je lui ai dit que je n'essayais pas d'avoir l'air forte. J'en avais juste fini. Fini de prétendre que nous étions une sorte de famille équilibrée, fini de prétendre que tout n'était pas toujours penché en sa faveur. Elle a essayé une nouvelle tactique, a dit que j'étais mesquine, que j'allais le regretter, que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Je l'ai laissé parler, puis je l'ai frappé avec ça. Tu veux mon aide? Bien sûr. Voici quelques conseils. Va te faire voir. Silence. Puis j'ai continué. Tu veux que je continue à soutenir les mêmes personnes qui m'ont exclu, mes enfants et moi, pour qu'elles puissent inviter le chien de ta collègue? Les mêmes parents qui t'ont laissé t'en tirer pendant des années pendant que je payais les factures, passais les appels, faisais le gros du travail? J'ai donné plus que n'importe qui. Et maintenant, tu es en colère parce que j'ai arrêté. Elle a commencé à me couper la parole. Je ne l'ai pas laissé faire. Tu sais ce qui fait le plus mal? J'ai économisé pendant 1 an. J'ai sauté des dîners, des anniversaires, j'ai même annulé un voyage avec les enfants pour être sûr de pouvoir me payer cette voiture parce que je pensais que ça aurait de l'importance, pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour leur montrer que je me souciais d'eux. Et ils me l'ont renvoyé au visage. J'ai fait une pause. Je pouvais l'entendre respirer, mais elle n'avait plus rien à dire. Alors, non, je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas aider maman. Je ne vais plus rien donner à des gens qui ne me remarquent que quand j'arrête de donner. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la liberté. Et puis j'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone pour le reste de la nuit, je l'ai mis dans un tiroir, j'ai préparé le dîner avec les enfants, j'ai regardé un film et j'ai réellement ri pour la première fois depuis des semaines. Mon père envoie encore des messages de temps en temps. Rien de dramatique. Il demande comment vont les enfants, envoie de temps en temps un mème de dessin animé. Il essaie à sa manière discrète. Je pense qu'il regrette plus qu'il n'est prêt à l'admettre. Ma mère ne m'a plus contacté. J'ai entendu dire par mon cousin qu'elle disait encore aux gens que je traversais quelque chose, comme si cela expliquait tout. Mais voici la vérité, je ne traverse rien. J'en ai enfin fini de les traverser, et ça fait un bien fou. La mise à jour. Cela faisait exactement 64 jours que j'avais dit à ma sœur d'aller se faire voir, 64 jours de silence de ma mère, ce qui était un record. Les enfants et moi avions commencé une nouvelle routine du samedi, bibliothèque le matin, crêpes pour le dîner et jeux de société avant de se coucher. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, mais c'était à nous. Mon père prenait encore des nouvelles une fois par semaine, généralement un court SMS ou une photo d'un mot croisé que mon fils l'avait aidé à faire. Il n'a jamais mentionné ma mère. Je n'ai jamais demandé. Nous avons gardé ça neutre. Puis, la semaine dernière, j'ai ouvert la boîte aux lettres et j'ai vu ça, une enveloppe, rose pâle, papier cartonné épais, pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom dans cette même foutue écriture, courbée, soignée et faisant semblant que rien ne s'était jamais passé. À l'intérieur, il y avait une invitation de baby shower. Rejoignez-nous pour célébrer l'arrivée prochaine de bébé Ava, organisée avec amour par maman et papa. Ma sœur était enceinte. Pas d'appel, pas d'annonce, juste une invitation déposée dans ma boîte aux lettres comme si nous avions tous été une famille heureuse tout ce temps. Le lien vers la liste de naissance était imprimé en bas en lettres dorées. J'ai cliqué dessus. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais ce n'était pas ça.
près de 3 000 $ d'articles, des barboteuses en coton biologique, une poussette de créateur, un berceau haut de gamme, des décorations murales personnalisées, un animal en peluche à 89 $. C'était une liste de souhaits qui ressemblait plus à un catalogue de marques de luxe. Et l'autre sur la liste de naissance, ma mère, la même femme qui m'a dit que ce n'était pas le bon moment pour voir ses petits-enfants il y a 2 mois. J'ai retourné la carte en m'attendant à trouver autre chose, et il y avait, dans un stylo différent, dans l'écriture de ma mère à nouveau. Mettons le passé derrière nous. Nous commençons un nouveau chapitre. La famille passe avant tout. J'ai failli rire. La famille passe avant tout. Depuis quand? Quand ils m'excluent, mes enfants et moi, pour les vacances? Quand ils réécrivent l'histoire pour faire de moi la méchante? Quand ils ignorent tout ce que j'ai fait et traitent ma sœur comme la seconde venue parce qu'elle a réussi à se faire engrosser par un idiot riche? Je n'ai pas répondu. J'ai jeté l'enveloppe dans un tiroir à côté des coupons périmés et d'un stylo cassé, mais ce n'était pas fini. 2 jours plus tard, tante Laura a appelé. Elle a commencé de manière décontractée en demandant des nouvelles des enfants, puis a changé de sujet. J'entends dire que tu ne viendras peut-être pas à la baby shower. Je n'ai même pas répondu. Elle a continué. Marie, je sais que les choses sont devenues tendues, mais c'est un nouveau départ. Ne punis pas le bébé de ta sœur pour quelque chose que ta mère a dit. Je lui ai rappelé que mes enfants étaient aussi des bébés autrefois, des bébés qui ont été oubliés quand c'était pratique. Tu es toujours en colère à propos de Noël, a-t-elle demandé comme si c'était de l'histoire ancienne. Je suis toujours en colère à propos d'un schéma qui dure depuis 20 ans, ai-je dit. Elle a parlé de pont et de pardon, puis a soupiré et a raccroché quand je n'ai pas bougé. Un jour plus tard, un autre numéro inconnu. Cette fois, c'était ma mère depuis un 3e numéro de téléphone. Tu n'es pas obligé de venir pour moi. Viens pour ta nièce. Elle mérite mieux que cette amertume. Pas d'excuses, juste du chantage émotionnel habillé de rose layette. Je ne l'ai pas bloqué tout de suite cette fois. J'ai regardé ce message plus longtemps que je n'aurais dû, mais pas parce que ça a marché, parce que ça a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Il ne s'agissait pas du bébé. Il s'agissait de contrôle. Il pensait qu'il pouvait utiliser le bébé pour remettre les compteurs à zéro, que je fondrais à la vue d'une jolie chambre de bébé et que j'oublierais comment ils ont exclu mes enfants, que je me présenterais, sourirais poliment, apporterais peut-être même un cadeau et retomberais dans le rôle qu'ils adoraient, silencieuse, serviable, fiable, invisible. Il n'avait aucune idée que j'étais déjà en train de planifier autre chose. La voiture, c'était l'étape 1. Le silence, c'était l'étape 2. Maintenant vient l'étape 3, parce que j'ai passé toute ma vie à donner.